quelques notions clés pour comprendre ce que c'est que l'hypnothérapie. Alors ça, c'est bigrement intéressant, de mon point de vue. J'espère que ça va vous intéresser aussi. Première chose qu'il faut avoir en tête, l'impact des premières années de notre vie. Vous savez que les psychanalystes nous disent toujours, tout se joue entre, je ne sais pas ce qu'ils disent, entre 0 et 4 ans, 0 et 6 ans. Là, ils ont raison. Il semblerait qu'ils aient tout à fait raison. Entre 0 et 6 ans, l'enfant est majoritairement dans un profil d'activité cérébrale qui ressemble fort à un état hypnotique. Cet état qui présente un grand intérêt sur le plan du développement de l'individu et de l'espèce, c'est que l'état hypnotique, c'est un état d'apprentissage fantastique. J'intègre à une vitesse incroyable dans l'état hypnotique. Donc ça sert à ça, sur le plan de l'ontogenèse et de la phylogenèse, mais évidemment tout dépend de la programmation en question. Elle est bonne ou mauvaise, ça va être la base d'une évolution, d'un enrichissement permanent pour moi, ce socle-là que j'ai acquis dans les premières années de ma vie, ou un carcan. Donc entre 0 et 2 ans, je suis en onde delta. Dans une séance d'hypnose, on entre rarement dans des ondes delta. Ça veut dire que là, c'est vraiment un état d'hypnose extrêmement profond. Généralement, dans l'état hypnotique, on est plutôt quelque part ici dans les ondes θ, voire dans l'hypnose qu'on qualifie de conversationnelle, l'hypnose légère, plutôt au niveau des ondes alpha. Onde alpha, c'est je suis détendu. Voilà, je suis détendu, je suis dans un état de réceptivité, mais le corps est calme et détendu. Et puis onde bêta, c'est maintenant, là, je parle, je pense, je suis ici quelque part. Et là, c'est la fréquence, 12 à 35 Hz par exemple. Durant les 6 premières années de la vie d'un enfant, ces perceptions extérieures s'inscrivent directement dans son inconscient sans être filtrées par l'esprit analytique. Ben oui, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit efficace. En conséquence, nos apprentissages précoces déterminent nos croyances fondamentales concernant la vie et le rôle que nous y jouons, et ce, sans que nous puissions les choisir ou les rejeter. Comme le subconscient, il parle de subconscient, il y a l'inconscient, contrôle environ 95% de notre comportement à chaque instant, notre vie est essentiellement programmée par d'autres. Amusant, non ? Ça ne veut pas dire évidemment que nous sommes totalement prisonniers de ça, mais ça veut dire que malgré tout, nous ne partons pas tous avec, on va dire, le même profil, les mêmes cartes en main. La bonne nouvelle, c'est que cette programmation des premières années de la vie, on peut la modifier, notamment par l'hypnose. Pas la seule technique, mais on peut le faire par l'hypnose. Deuxième notion importante, c'est l'impact de nos émotions sur la santé. Nos états émotionnels, en fait, déterminent notre physiologie, tout ce qui se passe dans notre corps à l'instant T. Elle me dira, est-ce que vous avez des preuves scientifiques de ce que vous annoncez? Oui, on commence quand même à en avoir bon nombre. Alors je vous prends un seul exemple, l'exemple de l'influence de l'état émotionnel sur la cicatrisation. Pourquoi c'est très intéressant la cicatrisation? Parce que c'est un phénomène qui fait intervenir un mécanisme génétique. Quand il y a, par exemple, une lésion au niveau de la peau, eh bien, certains gènes vont s'exprimer pour expliquer, entre guillemets, à des cellules souches qu'elles doivent se transformer en épiderme, par exemple. Donc, c'est un mécanisme qui fait intervenir un mécanisme génétique. Eh bien, nos états émotionnels agissent sur ce mécanisme. Donc, nos états émotionnels ont une influence jusqu'à un niveau génétique. Donc, exemple de la cicatrisation. Des chercheurs, une étude menée par Ronald Glaser et son équipe, les chercheurs ont pris des couples dont ils savaient qu'il y avait entre eux un sujet de discorde très fort. En laboratoire, ils ont fait en sorte qu'ils discutent de ce sujet et qu'ils finissent par s'engueuler pour les fins. Donc on peut supposer que l'impact de cette discorde est bien moins fort que dans la réalité, on est dans des conditions expérimentales. Et bien pour autant, chez les couples
qui ont connu cet état émotionnel, cette agressivité, en tous les cas cet état émotionnel désagréable, dans cette discorde, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a fait une petite lésion sur la peau, et on a observé que le temps de cicatrisation chez ces couples était augmenté de 40% suite à cet état émotionnel problématique. Pourquoi? Parce que le stress généré par cette émotion a perturbé le mécanisme naturel de cicatrisation, a perturbé un mécanisme notamment génétique. Les gènes précoces immédiats, il y a plusieurs catégories de gènes, mais je ne rentre pas dans le détail. Les gènes précoces immédiats, ils s'expriment en 2 ou 3 secondes. C'est très rapide. Donc ce processus naturel de transformation des cellules souches en cellules d'épiderme a été entravé par le stress consécutif à cette émotion négative. Vous imaginez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'à chaque instant, à chaque seconde, de mes émotions dépend ma physiologie, mon métabolisme. Mon métabolisme, c'est l'environnement de mes cellules. Donc, en résumé, de mes émotions dépend ma santé à tout instant. Les atouts de l'hypnothérapie maintenant dans ce contexte, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut intervenir sur ces automatismes neurobiologiques, sur ces programmations, d'une part, et travailler à installer des états émotionnels qui sont bénéfiques pour la santé et l'épanouissement. C'est pareil, hein? Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie? Déjà, c'est une thérapie. C'est banal, mais comme le changement, c'est un processus, le changement, ça ne se produit pas à un instant T, c'est pas un événement, c'est un processus. Il faut que la thérapie accompagne tout simplement ce processus. Donc une thérapie, ça n'est pas une juxtaposition de séances, ça suppose une stratégie thérapeutique. On fait quelque chose en 1, qui prépare ce qu'on va faire en 2, qui prépare ce qu'on va faire en 3. Il y a une stratégie. Donc, dans ces thérapies brèves, et notamment l'hypnose, là, on considère qu'il faut faire l'expérience des choses, parce que c'est comme ça que se produit l'apprentissage. Si je veux apprendre à faire du vélo, je dois monter sur un vélo plutôt que d'acheter un livre de physique. Comme disait Milton Erickson, un grand hypnothérapeute, on n'apprend pas à nager sur un tabouret de piano. Voilà. Le changement, il se produit en faisant l'expérience des choses. J'apprends une langue étrangère en me plongeant dans le pays dont je veux apprendre la langue, par exemple, et pas en travaillant jour après jour les règles de grammaire. C'est la même chose. Il faut faire l'expérience des choses. Donc ce n'est pas le résultat d'une réflexion ou d'une introspection, c'est le résultat d'une expérience. Voilà une femme, je ne vais pas détailler son profil, mais elle a quelques problèmes. Elle a notamment vu, à l'âge de 11 ans, son oncle abuser de sa sœur. Elle n'a pas pu intervenir, elle n'avait que 11 ans. Elle en a conçu une forte culpabilité, d'une part, et d'autre part, une forte colère à l'égard de ses parents. Aurait-il pu intervenir, savait-il ou pas? Bon. Je fais très très court. Première phase, une phase d'éruption, qualifions-la comme ça, où il s'agit de faire en sorte que les émotions qui ont été réprimées puissent s'exprimer. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai été un peu ambitieux, mais on va intervenir au niveau somatique, au niveau du corps, on va faire des choses, on va intervenir au niveau émotionnel, et on va intervenir aussi au niveau neurologique, c'est-à-dire qu'il y a certains mécanismes, certaines habitudes notamment, qui entretiennent le programme du passé. Donc certaines habitudes doivent changer pour que ce programme du passé se taise un peu et que je commence à entrevoir la possibilité du changement. Phase 2, une phase d'étayage. Je vais renforcer les ressources primaires de la personne. Qu'est-ce que j'entends par là? Le calme, la détente, la sécurité. Je ne peux pas changer et je ne peux pas notamment envisager d'abandonner mon symptôme si je suis dans un état de peur. Je n'explore pas dans la peur. Or, changer, c'est explorer.
Donc il y a des préalables, installer, renforcer ces ressources. Phase de libération, où là on va aussi s'occuper à la fois du somatique par une mobilisation corporelle pour libérer des énergies qui sont bloquées, pas n'importe où. Et puis sur un plan psychique, on va par exemple traiter des conditionnements affectifs, s'efforcer de faire en sorte que la personne puisse rompre le lien avec sa mère, puisque dans le cas présent, il y avait un état de fusion, si vous voulez, une relation fusionnelle entre la mère et sa fille. Quatrième phase, une phase d'orientation. Petit à petit, une fois que la personne a retrouvé du calme, de la détente, de la sécurité, et qu'elle s'est libérée de ses chaînes, de ses conditionnements, de ses traumatismes, elle commence à être capable de se connecter à la petite voix là, qui est au fond de ses tripes et qui lui dit « Toi, tes vrais désirs à toi, c'est ça. » Et quand j'ai ça, là, petit à petit, finalement, j'ai un peu comme une boussole au fond des tripes. Je fais très court, vous ne voudrez pas. Phase de futurisation, je commence maintenant à être en capacité à me projeter. Et qu'est-ce que ça donnerait si j'étais dans l'environnement conforme à mes aspirations, si j'avais un comportement, des valeurs, une identité, une raison d'être conforme à mes aspirations, qu'est-ce que ça donnerait? On va faire en sorte que la personne se plonge à répétition dans cet état qu'elle désire. Et encore une fois, quand elle s'y plonge, quand elle fait cette expérience du changement, eh bien, elle change. Parce qu'il y a des mécanismes physiologiques qui s'activent sous l'effet de cet exercice. Et puis dans une dernière phase, une phase de consolidation. C'est un peu comme l'agriculture, la bonne thérapie. L'agriculteur, il sait bien qu'il ne doit pas commencer par semer. Est-ce qu'il y a différentes hypnoses? C'est très important de faire le point là-dessus, parce que dans le cas contraire, on ne sait plus du tout de quoi on parle quand on parle d'hypnose. Oui, il y a différentes hypnoses. Alors, hypnose médicale, hypnose thérapeutique, hypnose existentielle, ce ne sont pas des écoles, entendons-nous bien, ni même des tendances. C'est une simple façon de présenter un peu le monde de l'hypnose en disant, voilà, il y a ceux qui utilisent l'hypnose à cette fin, et puis ceux qui utilisent l'hypnose à cette autre fin. Mais ça permet quand même d'y voir plus clair. Donc, hypnose médicale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a un symptôme, on met un protocole en face. L'hypnose médicale, ça se résume quand même globalement à l'analgésie, contrôler la douleur, post-opératoire par exemple, l'hypnosédation, donc produire une anesthésie, et puis on peut aussi inclure la gestion du stress pré- et post-opératoire. Hypnose thérapeutique, ça n'a rien à voir. C'est une forme de psychothérapie, probablement la première d'ailleurs forme de psychothérapie qui est apparue sur cette planète. On a trouvé des traces de protocoles d'hypnose dans des bas-reliefs datant de l'Antiquité égyptienne. Donc on va aider le sujet à évoluer vers un état désiré, à se libérer d'un trouble psychologique ou physique. Là, ça n'a rien à voir. Là, on fait de la thérapie. Donc faire de l'hypnothérapie, c'est pas faire une séance d'hypnose, on va le voir tout à l'heure, c'est bien différent. Et puis enfin, une hypnose qu'on pourrait qualifier d'existentielle, on va un peu plus loin, on va chercher à améliorer l'intégration de l'individu dans son existence, faire en sorte qu'il ait le sentiment que sa vie ait du sens, qu'il y trouve sa place, qu'il s'y sente bien. Là, en fait, on est très proche de la conception extrême orientale de la maladie et de la santé, à savoir qu'on considère que finalement, peu ou prou, tous les troubles, toutes les maladies sont liées à des questions existentielles, et je suis assez proche, personnellement, de cette position aussi. Donc là, on va faire un travail sur des enjeux existentiels qui sous-tendent la quasi-totalité des troubles psychologiques et physiques. C'est quoi ces enjeux existentiels? La liberté, la mort, l'isolement fondamental. Au bout du bout, je suis seul dans cet univers. Papa et maman ne viendront pas me sauver de la mort, a priori. La quête de sens. Voilà un peu les thématiques sur lesquelles on va travailler dans l'hypnose existentielle. Là,
Là, je crois qu'on va vraiment au fond des choses. Hein. Dans mon expérience, je ne connais pas de problème qui ne soit pas lié de près ou de loin à des questions existentielles, hein, du tabac en passant par le psoriasis, etc. Le thérapeute accepte l'idée de travailler sur ces enjeux existentiels ou pas. Et souvent, il ne le fera pas, un, parce que c'est complexe, et deux, parce que ça va le mettre face à ses propres angoisses, à son angoisse de mort, par exemple. Hein. Il vaut mieux traiter une phobie en 2-3 séances, et puis on ne se préoccupe pas de savoir pourquoi cette phobie est apparue. Avec, évidemment, l'inconvénient que, tôt ou tard, elle va se manifester d'une autre façon. Le problème qui sous-tendait la phobie va se manifester d'une autre façon, quasi invariablement. Donc voilà, pour faire court, hypnose médicale, on intervient sur des phénomènes physiologiques. Hypnose thérapeutique, on travaille sur les comportements, des croyances. On cherche à me libérer de mes programmations, on y reviendra. Et puis, hypnose existentielle, là, on travaille en fait sur ma raison d'être. Les indications de l'hypnose, hein, le type de trouble que l'on peut traiter par l'hypnose. Donc là, on est bien d'accord, on parle plutôt de l'hypnose thérapeutique, hein, pas de l'hypnose médicale. Mais d'abord, bien sûr, tout ce qui concerne les troubles émotionnels et psychologiques, hein, première grande catégorie où on va trouver l'anxiété, les problèmes d'estime de soi, syndrome de stress post-traumatique par exemple, état dépressif, insomnie, rupture, deuil, etc. Deuxième type de trouble, qu'on appelle trouble du comportement, des troubles qui se manifestent par un comportement problématique, hyperphagie, anorexie, boulimie, tout ce qui concerne les addictions, alcoolisme, tabac, etc. Les phobies, attaques de panique, procrastination, hyperactivité, les TOC. On va voir tout à l'heure pourquoi l'hypnose peut être particulièrement efficace sur ce type de trouble. Les troubles physiques fonctionnels. Donc là, il se passe quelque chose, hein, il y a une fonction qui dysfonctionne, si j'ose dire. Par exemple, troubles digestifs, troubles musculaires, troubles vasculaires, etc. Mais là, il n'y a pas d'atteinte organique connue. Troubles physiques fonctionnels, et puis enfin, les troubles physiques organiques. Donc là, par contre, les examens cliniques ont montré qu'il y avait, par exemple, une lésion que l'on peut mettre en évidence. Alors, l'hypnothérapie ne prétend pas guérir les troubles organiques, soyons clairs, mais on va améliorer le terrain sur lequel le trouble s'est développé. Et ce terrain, parfois, entretient, voire contribue au développement de la maladie. L'hypnose est particulièrement efficace pour lutter contre l'anxiété. On sait bien que son corollaire physiologique, c'est-à-dire le stress, joue un rôle très important. Le stress fait le lit de la quasi-totalité des maladies. Donc, ce stress vient perturber quantité de fonctions, par exemple le système immunitaire, ou encore la cicatrisation. Je vais vous donner un petit exemple tout à l'heure. Donc, si on agit efficacement pour faire diminuer ce stress, on crée un terrain beaucoup plus favorable à la guérison. Et puis, dans certains cas, on peut aller beaucoup plus loin. On va agir sur des mécanismes inconscients qui sont suspectés d'être à l'origine du trouble. Développement personnel et existentiel, je fais court. Là, on cherche plutôt dans le développement personnel, à améliorer les capacités, concentration, créativité, performance sportive. Et puis existentiel, on l'a un petit peu évoqué. Et enfin, dernière indication, entre guillemets, domaine d'application, si on veut, le coaching de vie professionnelle. Je dois faire face à une période de transition, par exemple, à une reconversion. J'ai des problèmes de confiance en soi, un burn-out. Je veux définir un projet professionnel. On peut aussi travailler avec de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique ? C'est un état physiologique spécifique, qui est très différent du sommeil ou du coma. On peut observer, bien sûr, ce qui se passe en nous, par l'IRM fonctionnel, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, etc. Donc c'est un état totalement distinct
du sommeil et du coma, ça n'a vraiment rien à voir dans la mesure où c'est plutôt un état de conscience élargi. On définit souvent l'hypnose en disant c'est un état de conscience modifié. Oui, mais modifié dans quel sens, hein? C'est un état de conscience élargi, c'est-à-dire que j'ai une conscience de mon corps et une conscience de l'expérience que je suis en train de vivre qui est particulièrement intense. Sur le plan des mécanismes physiologiques, l'état hypnotique me dote d'une plus grande souplesse cognitive et d'un plus grand contrôle sur mon corps. On va détailler un tout petit peu tout à l'heure. Et l'état hypnotique, finalement, pour en faire un grand résumé, produit exactement l'opposé du stress. Je suis dans un état de calme, de sécurité, de détente, et on va voir que sur un plan physiologique, c'est l'exact opposé du stress. Donc, sans rentrer dans les détails, il y en a trop sur cette slide, l'activité électrique, l'activité cérébrale est globalement ralentie, mais l'activité des neurones, par contre, augmente dans une zone qui est impliquée dans la concentration sur la résolution de problèmes. Voilà la première chose à retenir. Et également dans une région qui gère la flexibilité cognitive et la conscience de soi. Le cerveau contrôle mieux le corps que dans un état normal. Je suppose que vous ne savez pas, moi je ne sais pas en tous les cas, tenir entre deux chaises avec les pieds à une extrémité et la tête à l'autre extrémité, ben, on constate que dans l'état hypnotique, on sait faire ce genre de choses étranges. Donc il y a globalement une diminution d'activité du système nerveux autonome sympathique, l'exact opposé du stress, donc diminution du rythme cardiaque, de la pression artérielle, du tonus musculaire, la dilatation pupillaire qui est modifiée, la température corporelle. Le sang revient vers les organes vitaux, alors que sous l'effet du stress, il a tendance à quitter les organes vitaux pour aller vers les membres. Sur un plan psychique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état hypnotique? C'est un espace de liberté et de créativité. C'est-à-dire que dans l'état hypnotique, je suis affranchi de mes limitations apprises. Tout c'est « je n'aurais pas dû »,« il ne faudrait pas »,« il ne serait pas convenable d'eux », hein, ce sont des limitations apprises. Même mon bonheur, d'ailleurs, les limites de mon bonheur sont souvent tracées par mon entourage familial. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, un être humain. Et bien là, je suis affranchi de tout ça. Je suis affranchi de mes croyances également sur la vie, parfois mes limites, de mes routines mentales, ces façons de penser qui sont toujours un peu les mêmes, hein, de mes conditionnements affectifs et de mes distractions mentales. En état ordinaire de conscience, comme maintenant, hein, on a souvent, sauf si vous avez une très grande capacité de concentration, des images, des pensées qui nous traversent l'esprit, des discours internes, et finalement, nous n'avons rien choisi de tout ça. Hein. Dans l'état hypnotique, je vais être totalement absorbé, concentré dans l'expérience. Mon esprit ne divague pas. Je suis créatif. On dit que dans l'état hypnotique, on se connecte à l'inconscient. L'inconscient, en tous les cas dans l'hypnose ericksonienne, hein, c'est quelque chose conçu comme un immense réservoir de ressources. Parce que, objectivement, en moi, il y a mes expériences, mes savoirs, mais il y a aussi celles de mes parents, de leurs ancêtres, des parents de leurs parents, et ça depuis les premières formes de vie apparues sur cette planète. Hein. Objectivement, sur un plan scientifique, nous portons en nous le patrimoine de l'évolution de la vie avec un grand V. Mais à l'état conscient, je n'ai pas accès à ces ressources. La bonne nouvelle, c'est que dans l'état hypnotique, je peux accéder à ces ressources. Donc je découvre de nouvelles possibilités pour changer, faire disparaître éventuellement un symptôme, évoluer vers, dans une voie conforme à mes aspirations profondes. Sur le plan du ressenti maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais connu l'état hypnotique, déjà c'est une expérience subjective, donc il n'y a pas deux patients qui ressentent la même chose. Ce qu'ils vont vivre dépend de leur histoire personnelle, évidemment.
Mais il y a quand même quelques constantes. Les patients rapportent souvent un état d'entre-deux. Vous voyez, c'était bizarre, je savais que j'étais là, dans ce fauteuil, j'entendais votre voix, et en même temps, j'étais complètement ailleurs. Alors il y a aussi des moments où la personne déconnecte complètement, hein, où elle n'est plus du tout consciente qu'elle est là dans ce fauteuil. Mais voilà souvent ce que rapportent les patients. On a dit qu'on n'était pas inconscient. La plupart du temps, le sujet est quand même conscient de son environnement. Pensez à un patient qui est opéré, hein, et qui a été placé en hypnose-sédation, comme on dit, sédation en utilisant l'hypnose. Le chirurgien, la plupart du temps, peut dialoguer avec le patient, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'un des intérêts de l'hypnose-sédation. Ça va, monsieur, vous n'avez pas mal? Non. Donc je ne suis pas du tout inconscient, et pourtant je suis bel et bien dans un état hypnotique, il faut l'espérer, puisque je ne ressens pas la douleur. Au milieu d'une séance d'hypnose, de temps en temps, on produit ce qu'on appelle des phénomènes hypnotiques. Je ne rentre pas dans les détails et dans le pourquoi, mais c'est intéressant. Imaginons que le patient ne puisse plus ouvrir les paupières dans l'état hypnotique. À un certain niveau de profondeur de la transe, si vous voulez, il y a des phénomènes de ce type, hein, les paupières restent collées. Et donc je peux demander au patient d'essayer d'ouvrir les paupières. Je lui dis, mais ouvrez les paupières, essayez d'ouvrir les paupières. Et la personne est comme ça, elle essaye d'ouvrir les paupières. Donc elle est parfaitement consciente du fait qu'elle est dans un état hypnotique, et consciente par ailleurs du fait qu'elle n'arrive pas à ouvrir la paupière, ce qui approfondit la transe, l'emmène plus profondément dans la transe. Donc ça c'est pendant. Après, généralement, la plupart du temps, on se sent dans un état de détente qu'on n'a jamais connu auparavant. Parfois, on a pleuré dans la séance d'hypnose. Le but d'une séance d'hypnose, on va le voir, c'est pas de connaître un état de relaxation. On pleure souvent, parce qu'il s'y produit des choses intenses, et des émotions intenses. Après, le plus souvent, donc, on est détendu, et puis, de temps en temps, on a le sentiment d'avoir fait une expérience totalement hors du commun. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir découvert une nouvelle dimension de notre être. Donc il est très important, au sortir de la séance, que le thérapeute prenne le temps d'accueillir ce qui s'est passé, évidemment. Je vais passer en revue très rapidement 2-3 phénomènes, et ensuite vous allez voir quels sont justement les mécanismes qui sont en jeu pour que la personne passe d'un état ordinaire de conscience à l'état de transe. La cohérence cardiaque, c'est très rapide. Voilà ce qui se passe au niveau de mon activité cardiaque quand je suis dans un état d'incohérence, c'est-à-dire quand je suis sous l'effet d'émotions difficiles, frustration, angoisse, inquiétude, irritation. Voilà ce qui se passe, à contrario, lorsque j'entre progressivement dans un état de cohérence cardiaque, disons pour simplifier que mon activité cardiaque a tendance à se régulariser. Et ça se produit surtout sous l'effet d'émotions positives. Deuxième notion pour comprendre ce qui se produit dans l'induction hypnotique, la communication cœur-cerveau. On pense souvent que le cerveau gère tout, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a en réalité beaucoup plus d'informations qui vont du cœur vers le cerveau que l'inverse. Quand un individu entre dans cet état de cohérence cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Le cœur émet un signal électromagnétique, il émet en permanence un signal électromagnétique, mais il devient plus cohérent et plus intense. Et ce signal peut être détecté par le système nerveux d'autres personnes à proximité. Ça, c'est une représentation d'artiste, mais ça se présente comme ça. Le champ électromagnétique de mon corps, produit par mes cellules et plus particulièrement par mon cœur, c'est là qu'il est le plus puissant, s'étend autour de moi et il a cette forme qu'on appelle la forme d'un tore, comme une pomme en quelque sorte. Évidemment, mon champ électromagnétique interfère avec le champ électromagnétique des personnes qui sont autour de moi, et au passage avec le champ électromagnétique terrestre, évidemment. Nous baignons en permanence dans le champ électromagnétique terrestre.
Vous allez voir où je veux en venir. Il y a donc une forme, une espèce de synchronisation entre deux êtres humains qui s'opère progressivement sous l'effet de l'interaction entre ces deux champs électromagnétiques. Voilà un exemple parmi mille. J'ai voulu éviter de vous assommer avec des courbes et des schémas. L'activité cardiaque ici d'un bébé, donc électrocardiogramme, et en haut, l'activité cérébrale, cette fois, de la maman. Quand on les met en présence, et bien progressivement, ils se synchronisent. J'aurais pu vous montrer une courbe avec des courbes qui montrent ce phénomène de synchronisation entre un enfant et son chien, entre un cavalier et son cheval, etc., etc. Donc les données scientifiques sur cette forme de synchronisation qui résultent de nos champs électromagnétiques, elles abondent, hein, et encore une fois, vous pouvez aller les chercher si elles vous intéressent auprès de HeartMath Institute américain. Donc, le thérapeute, avec son patient, que fait-il? Il se connecte à son corps. Je ne rentre pas non plus dans les détails, il va focaliser son attention sur son corps, sur ses sensations corporelles, et susciter en lui l'apparition d'une émotion positive. Une intention positive, déjà, sans doute, hein, celle de soulager cette personne, sans plus de précision. Je suscite simplement l'apparition en moi d'une émotion positive. S'installe la cohérence cardiaque tout doucement. Le thérapeute entre dans un état de cohérence cardiaque. Il descend progressivement, on verra quelques courbes tout à l'heure, hein, vers des ondes θ, c'est-à-dire que son activité électrique, si on l'observe là maintenant, quand on est dans un état de concentration, on va dire, de vigilance, hein, ça fait une courbe comme ça, avec une forte fréquence, une faible amplitude, et puis quand je descends dans un état de calme, progressivement ça se ralentit, et puis quand je descends vers un état hypnotique profond, eh bien, au bout du compte, les ondes delta ont cette forme-là, hein, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence faible, peu de crêtes de vagues dans une unité de temps, si vous voulez. Hein. Donc, son champ électromagnétique s'intensifie sous l'effet de cette cohérence cardiaque, qui produit aussi une diminution de la fréquence de ces ondes cérébrales, et progressivement, il entraîne dans son champ son patient, qui se synchronise et descend avec lui. Est-ce qu'il y a un protocole pour chaque trouble? Alors ça, c'est une sacrée question. Et la réponse, c'est clairement non, pas du tout. Donc si on vous vend un protocole tabac, fuyez. Pourquoi? Parce que dans l'hypnose, la bonne, on ne se préoccupe pas tellement du symptôme en fait. Hein. On se préoccupe de sa signification, mais on ne cherche pas frontalement à faire disparaître le symptôme. On veut comprendre pourquoi ce symptôme se manifeste, puisqu'il n'est pas apparu par hasard, il ne sort pas du néant. Hein, ce qui se produit chez un être humain, ça a du sens. Forcément. Donc, le symptôme, c'est l'ombre du problème, c'est la manifestation du problème, mais ça n'est pas le problème lui-même. Donc si je m'épuise à lutter contre le symptôme, eh bien, je n'obtiendrai jamais un résultat profond et durable. Je mets un métaplane sur une jambe de bois. Exemple, je souffre d'une anxiété chronique. Première option, eh bien écoutez monsieur, faites de la méditation, de la sophrologie, du yoga, prenez des médicaments. Bon, parce que comme vous souffrez d'une anxiété chronique, vous avez probablement un syndrome, hein, des insomnies, douleurs musculaires, hypertension, un problème d'érection, que sais-je. C'est la première option, avec évidemment une amélioration qui va être marginale et puis des traitements qu'il faudrait suivre à vie, quoi, pour un résultat assez médiocre. On peut faire la même chose, on peut avoir la même approche avec l'hypnose, hein, entendons-nous. On peut agir uniquement sur le symptôme. Ça n'est pas efficace du tout. C'est l'ombre du problème. Deuxième option, on intervient sur le traumatisme qui a déclenché cette anxiété. Ce n'est qu'un exemple, hein, mais il se peut qu'il y ait un traumatisme qui ait déclenché cette anxiété. Les chocs émotionnels sont très souvent à l'origine d'une anxiété qui peut perdurer des années après le choc émotionnel. Et là, bonne nouvelle, on peut
du coup, obtenir une disparition définitive du trouble, mais seulement dans ce cas-là. Deuxième raison pour laquelle il n'y a pas un protocole d'hypnose que l'on va produire derrière un symptôme, hein, le protocole tabac, le protocole psoriasis. Non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que derrière un même symptôme, il y a des choses complètement différentes. Comment pourrait-on, dans ce cas, adopter la même stratégie thérapeutique? Ça n'aurait aucun sens. Exemple, un trouble digestif. Premier cas de figure, premier patient, le trouble digestif est lié à la mort récente du conjoint. Hein, ça peut produire un trouble digestif, ce genre de choses. Deuxième patient, trouble digestif, même symptôme. Oui, mais ce trouble digestif est lié à des mauvais traitements qu'il a subis dans l'enfance. Et je devrais adopter la même stratégie thérapeutique. Ça n'aurait aucun sens. Combien de séances faut-il? Généralement, aux alentours des 5-10 séances, mais on n'en sait rien a priori. Hein. Certaines personnes sont au bord du changement, et pour d'autres, il faudra aller très lentement. Tout dépend aussi de la profondeur des problèmes rencontrés. Hein. Voilà. Mais si on va trop vite, généralement, on fait de grosses bêtises. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une grosse bêtise? Je vais m'échiner à diminuer le stress de mon patient, parce qu'elle a un stress intense. Je n'ai pas pris le temps de découvrir qu'elle avait été violée. Vous voyez le genre de bêtises qu'on peut faire? On peut travailler pendant 20 ans sur le stress, hein. Mais peut-être que cet événement n'a pas été mentionné par la personne dans la première séance, et peut-être pas dans la deuxième, peut-être pas dans la troisième, parce qu'elle n'était pas prête à ce qu'on s'en occupe à ce moment-là. Donc il n'y a pas d'autre chose à faire que de respecter le rythme naturel auquel le changement peut s'installer. Et puis il se peut aussi que le praticien n'ait pas pris le temps de faire une anamnèse en bonne et due forme, c'est-à-dire un questionnement qui lui aurait permis de savoir que cette personne avait été violée. C'est un problème quand même. Hein. Donc les traitements trop courts, c'est dangereux parce que quand on veut agir rapidement, on n'agit que sur le symptôme, et qu'est-ce qui va se passer? Le problème va se déplacer. J'en retrouve des patients qui ont vécu ça dans mon cabinet. Ah oui, j'ai arrêté de fumer en une séance, c'est bien. Vous avez envie de fumer? Non, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, j'ai ressenti un vide immense dans ma vie. Ah oui, on ne s'est occupé que du comportement problématique, mais pas de ce qui sous-tendait ce tabagisme. Hein. Et cette personne, elle m'expliquait que quand elle fumait, c'était, je descends en moi. C'était en fait une espèce un moment d'intimité extrêmement intense. Vous voyez, on pense souvent que derrière le tabagisme, c'est juste un automatisme. Hein. Voilà, donc le but du jeu, ça n'est pas de remplacer un problème par un autre et de transformer un fumeur en alcoolique. Hein. Ce n'est pas ce que j'appelle de la bonne thérapie. Est-ce que je suis hypnotisable? La plupart des gens le sont. D'après une étude, il y a un petit 10% de personnes qui sont très difficilement hypnotisables. Ça dépend surtout de l'attitude du praticien. S'il est très expérimenté, il va trouver les voies, hein, mais ça pourra lui demander plus de temps, parce qu'il ne le souhaite pas. S'il fait des séances d'une demi-heure, ce sera tout simplement impossible. Hein, c'est-à-dire que là, il va laisser à la porte de son cabinet, si j'ose dire, tous les sujets hypnotiques qui ne sont pas très réceptifs. C'est un choix. Donc généralement, quand le thérapeute fait les efforts qu'il faut, qu'il a l'expérience nécessaire, on finit par y arriver. Pourquoi? Parce que l'état hypnotique, c'est un apprentissage comme un autre, comme faire du vélo ou apprendre une langue étrangère. Je ne suis pas censé savoir avant d'avoir appris. Hein. Donc parfois, il faut tout simplement de la répétition. Et je fais une séance, et puis ensuite je m'entraîne à domicile, par exemple, avec un enregistrement, c'est ce que je fais pratiquer à tous mes patients, sans exception. Quasiment tous y arrivent, hein. Oui, évidemment, c'est pas la même chose. Donc on va répéter, et lorsque le patient revient pour sa deuxième consultation, il entre beaucoup plus facilement dans l'état hypnotique, il y reste de façon plus stable, il a appris, il s'est entraîné. Est-ce que l'hypnose, ça présente des dangers? Alors, l'état hypnotique en soi, non, aucun danger, hein, on l'a dit tout à l'heure, calme, détente, zéro danger. Mais une séance d'hypnose mal maîtrisée,
une hypnothérapie mal maîtrisée, oui, bien sûr, ça présente des dangers. Si l'hypnose n'en présentait pas, ça voudrait dire que c'est une technique qui n'est pas très efficace, probablement, qui ne produit aucun effet. Donc, exemple de bêtises que l'on peut facilement faire. Je suis un mauvais thérapeute, je fais revivre un traumatisme à une personne sans les précautions indispensables. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un travail préparatoire et on ne se contente pas de confronter la personne à l'événement traumatique. On cherche à produire ce qu'on appelle une reconsolidation de la mémoire émotionnelle. Donc il faut bien connaître la technique et puis il y a un travail préparatoire. On va d'abord faire en sorte de doter la personne des ressources nécessaires. Et lorsque le moment sera venu, on va s'occuper du traumatisme avec les précautions d'usage. Mais donc, si je fais faire ça à mon patient, si je lui fais revivre tout simplement l'événement traumatique, qu'est-ce que je fais? Je renforce le traumatisme, ni plus ni moins. Donc, c'est criminel de faire ça, tout simplement. Deuxième exemple d'une grosse bêtise qu'on peut faire, je fais ressortir le patient de l'état hypnotique un peu à la va-vite. Ah ben j'ai pas le temps, moi je fais des séances d'une demi-heure, pop, 1, 2, 3, au compte de 3, vous prenez une grande inspiration. Et puis la personne, elle est complètement déboussolée parce qu'en fait, elle va encore rester pendant plusieurs minutes dans un état hypnotique léger. Elle peut se sentir mal et elle peut même présenter des phénomènes un peu étonnants, on va dire, des manifestations somatiques, battements de paupières involontaires, c'est ce que j'ai fait personnellement sur une collègue de travail dans le cadre de ma première formation à hypnose, une séance mal menée, si vous voulez, et puis une sortie de la transe trop rapide, puis elle avait un œil comme ça qui papillonnait en permanence. Et parfois, on peut ressentir un état, un sentiment un peu étrange, vous voyez, la réalité est étrange, je ne comprends pas très bien ce qui se passe en moi, bon, parce que il ne nous a pas fait ressortir de l'état hypnotique de façon correcte. Est-ce que je dois avoir un objectif précis? La réalité, c'est que le patient ne peut formuler qu'une demande manifeste. Je viens vous voir parce que je veux arrêter de fumer. Il ne peut pas manifester une demande qui est encore inconsciente. Parce que la plupart du temps, derrière la volonté d'arrêter de fumer, on va découvrir toute autre chose 2 ou 3 séances plus tard. Mais c'est une demande inconsciente. Donc, l'objectif, il va être défini souvent en termes relativement flous, par conséquent, et on sait de toute façon qu'il va évoluer au fil de la thérapie. Donc, c'est tout à fait normal que la personne ne puisse pas définir des objectifs précis, d'autant qu'elle est dans un état de trouble parfois, donc elle est dans une espèce de confusion générale. Je ne peux pas lui demander de définir précisément son objectif, ça n'a aucun sens. Parfois, ses capacités, sa lucidité, sa créativité sont très amoindries par l'effet de son trouble. Le stress, par exemple, sous l'effet d'un stress intense, jusqu'à moins 70% d'afflux sanguin au niveau du cortex préfrontal, par exemple, le siège de la pensée abstraite. Donc, mes capacités cognitives sont très amoindries par mon stress intense. Je suis beaucoup moins lucide et je ne suis pas du tout créatif et je ne suis pas capable de me projeter dans le futur. Donc, ne me demandez pas d'avoir des objectifs précis. Choisir un hypnothérapeute. Bon, d'abord, il faut qu'il vous plaise, il faut que le courant passe, comme on dit, tout simplement. Il faut que, si possible, ce soit quelqu'un de bienveillant. Faire de la thérapie, c'est aussi dispenser de l'amour, finalement. Le praticien, il faut qu'il ait une formation qui tienne la route, c'est-à-dire au moins 240 heures, si possible dispensé par un organisme qui est référencé par... Il y a un syndicat, il n'y en a qu'un en fait, qui a vraiment pignon sur rue, qui est le SNH, Syndicat National des Hypnothérapeutes, qui travaille main dans la main avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Certains s'en plaignent un peu d'ailleurs, mais ça a aussi des avantages. Voilà. Donc c'est quand même une petite garantie parce que ces gens-là vérifient vraiment. Je suis adhérent au SNH, on m'a demandé copie de mes diplômes, ma formation, on a vérifié qu'elle faisait partie des formations validées par leurs soins, on a passé au peigne fin mon site internet, on m'a demandé dans une quarantaine de termes, et j'en passe. Donc, écoutez, très bien, ils font leur travail, c'est bien.
Donc, le professionnel, s'il a suivi, s'il a une formation en psychologie, ça ne va pas nuire. Bien sûr, les diplômes, la formation ne font pas tout, mais on parle quand même d'une forme de psychothérapie. Donc, avoir à minima, à défaut d'avoir un doctorat en psycho de bonne base, ça ne peut pas nuire. Un professionnel qui a suivi une psychothérapie, c'est encore beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a de bonnes aptitudes naturelles, on va dire, à la thérapie. Vous voyez, quelqu'un qui est empathique. Oui, mais ça ne suffit pas toujours, l'empathie. Hein. Si cette personne ne se connaît pas, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Elle va projeter sur vous sa conception de la vie. Elle va vous expliquer quelles sont les solutions que vous devez adopter, et ça n'a rien à voir avec de la thérapie. Oui, madame, vous devez quitter votre mari, il se comporte comme un buteur avec vous, c'est scandaleux, quittez-le. Au secours. Donc cette personne va projeter sur vous sa conception de la vie, ses solutions, ses désirs et ses peurs. Donc quand on fait une psychothérapie, pour être thérapeute, c'est ce qu'on cherche, à bien se connaître pour pouvoir se surveiller et limiter au maximum ce phénomène de projection qui est un peu inévitable, mais quand on fait attention, ça va mieux. Un psychothérapeute, ça n'est pas équivalent à quelqu'un qui a fait une formation en psychologie. C'est pas la même chose. Devenir thérapeute, ça s'apprend, d'une part, et ça revient à une certaine posture dans la vie et la relation avec le patient. Donc il faut avoir cette capacité et aussi une capacité à se questionner et moduler en permanence son attitude et ses ressentis. Il n'y a pas de règle. Il y a quand même une chose qu'on peut observer, c'est que quand on a affaire à des enfants en bas âge ou des personnes très âgées, le comportement est complètement, imprévisible. Imprévisible. Donc on ne sait jamais comment la séance va se passer avec un enfant et une personne très âgée. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'aise avec ça, il faut être à l'aise avec le lâcher-prise, il faut être à l'aise avec le fait que je ne sais pas ce que je vais faire, donc si je suis expérimenté, ça va quand même m'aider. Si je suis très inexpérimenté, ça risque d'être difficile par contre. Voilà ce que je peux vous dire. Mais la réponse est oui, on peut hypnotiser un enfant de, moi j'en ai eu de 7 ans, 4 ans, mais il faut s'y prendre d'une façon parfois très particulière. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'improvisation totale. Je fais en fonction de ce que présente mon petit patient, et je fais avec. Je m'adapte, j'improvise. Je suis très souple. Et c'est pas facile, évidemment. Pardon, la durée d'une séance? Aucune règle. Aucune règle. Personnellement, je fais des séances qui durent le plus souvent à l'entour d'1h15. Avant, elles duraient 1h30. Et comme je fais des inductions très longues, c'est-à-dire que cette première phase qui vise à produire l'état hypnotique chez le patient, chez moi, elle dure au bas mot une demi-heure, voire 3/4 d'heure, parce que j'estime que c'est très important que la personne connaisse l'état hypnotique, se sente en sécurité. Cette première séance, elle va conditionner toute la suite. Donc c'est très important, il ne faut pas se louper à ce moment-là. Donc moi, je prends le temps nécessaire, mais il n'y a aucune règle. Parce qu'on peut produire un état hypnotique aussi avec une induction instantanée en quelques secondes. Il ne faut pas dormir. On peut faire ça. Ça fonctionne. Alors, moi je fais des séances tous les mois, généralement, pas un rythme supérieur, parce que la personne va répéter à domicile, généralement sur la base d'un enregistrement, la séance qu'elle a vécue en cabinet. Autrement dit, elle fait de l'auto-hypnose. La répétition, on ne le dit pas assez, c'est absolument indispensable. Un apprentissage chez un être humain, ça nécessite de la répétition. Il y a un certain Éric Kandel, en l'an 2000, qui l'a très bien montré, prix Nobel de médecine au passage, qui a montré qu'après un apprentissage quelconque, par exemple dans le cadre d'une séance d'hypnose, il y a de nouvelles connexions synaptiques qui commencent à s'établir. Vous voyez, les connexions entre les extrémités à des neurones. Mais c'est la vie. Ça ne dure pas. S'il n'y a pas de répétition, au bout de 21 jours, il n'y a plus rien. Par contre, si je reproduis pendant à peu près 21 jours, les connexions synaptiques vont se maintenir et l'apprentissage est acquis. Donc ne pas faire répéter les patients, c'est une aberration, parce que la nature
fonctionne de cette façon. Un apprentissage, ça s'installe avec la répétition. Sauf dans le cas d'un traumatisme, par exemple. Parce que dans le cas d'un traumatisme, je suis confronté à un événement qui menace ma survie, et on va dire que la vie a prévu que, dans ces cas-là, l'apprentissage soit immédiat, instantané. Voilà le seul type d'apprentissage qui est complètement instantané, immédiat, et parfois très durable. Mais pour les autres formes d'apprentissage, il faut impérativement de la répétition, on le sait. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Et je vous propose aussi des applaudissements pour ceux qui ont